Pénitence onirique, un groupe qui intrigue par l'association de ces deux mots, par des visuels de pochette forts et un black metal particulièrement habité. Difficile de décrire cette alchimie sonore, la poésie qui se dégage de cette violence sensible, qui nous rappelle sans cesse la fragilité de l'être humain et l'omniprésence de la mort. Dans le cadre de la Cessac Metal Night, excellent événement métal qui a lieu en octobre en Nouvelle-Aquitaine, à Sauveterre en Guyenne, nous avons parlé avec Logos et Nocturne, le chanteur et le guitariste du groupe. La discussion dérive de la littérature pour s'aventurer vers la théologie, la place de la dimension religieuse dans un genre pourtant réputé pour son rejet des instances et des dogmes, au point parfois d'en faire un dogme. Logos et Nocturne tombent les masques qu'ils portent sur scène et ne s'embarrassent pas des formes et des principes qui auraient tendance à enfermer la créativité et arpentent des terres et inspirations plurielles qui se nourrissent les unes les autres. Pénitence onirique, qui s'illustre par de longues chansons rythmées comme des histoires, se vit particulièrement sur scène où il prend une dimension magistrale. Les paroles ciselées, portées par un lyrisme palpable, s'inscrivent dans la plus pure tradition poétique du métal français. L'album Nature morte, paru en 2023, poursuit le chemin tracé par Vestige en 2019 et Vitriol en 2016. Boukelichou, c'est un podcast faisant partie du label Podcut. Lien dans la bio. Dans la bio aussi, vous aurez les liens pour le Bandcamp et label de Pénitence onirique, les acteurs de l'ombre, que je remercie pour l'habillage sonore de l'épisode. Bonne écoute et bonne lecture. Pénitence onirique, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chanteur et guitariste. Logos et Nocturne. C'est ça. Quelques mots avant de parler un petit peu de livres et d'influence, quelques mots sur le groupe, un petit peu son style, son univers, le pourquoi du comment du nom, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore familiarisés. Beaucoup, ça va être compliqué. Le style, c'est pas évident. C'est pas évident de se classer. À définir, ouais. Je dirais black metal mélodique pour faire facile. Mais je trouve que c'est pas vraiment... Après, ça dépend des albums, ça commence par un peu atmo, et puis ça plus mélo, on incorporant du death. Et c'est de moins en moins black. De moins en moins qualifiable aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc pas spécialement d'étiquette. On s'en fout. Peu importe, en fait. Après, le nom, il en fallait un, déjà. Et puis, à l'époque, en fait, c'est venu tout seul. J'ai pas cherché plus loin que ça. Quand Bruce m'avait envoyé les morceaux, j'avais écouté tout ça, et puis, je sais pas, c'est venu comme ça. J'ai fait une liaison de deux mots qui avaient rien à voir, et je trouvais que ça sonnait bien. Et au final, je trouve que par rapport à l'univers du groupe et aux paroles et tout ça, au final, ça fonctionne plutôt pas mal. Ce délire de raconter des trucs romancés, mais je sais pas. Je trouvais que ça fonctionnait bien, et ça fonctionne bien encore, je trouve. Donc il y a un univers très théâtral quand on vous voit sur scène. Vous êtes donc masqué avec ce côté presque un peu liturgique, cérémonial. Ouais. Et onirique. Et onirique. Pour le coup. Et les influences un petit peu générales que vous auriez, que ce soit pas forcément littéraire, mais déjà musicales, cinématographiques, picturales, autres. Musical, je dirais toute la scène death mellow et black mellow des années 90. Dissection. Putain, je perds les noms. Tous les premiers In Flame aussi. La scène black norvégienne, allemande. Les années 90, je pense principalement. Et puis forcément d'autres influences, mais après on a comment dire beaucoup d'influences très différentes. Il y a des profils de musiciens très différents dans le PO. Et chacun, enfin surtout là, avec les deux derniers albums, apporte des choses vraiment très très différentes. Donc ça c'est difficile de coller des étiquettes, enfin d'influence en fait sur le PO d'aujourd'hui en tout cas. Mais il y a eu aussi pas mal toute la scène atmo un peu au début. Bien sûr, même la post-hardcore, les Walls of Room, tout ça. Voilà, c'est ça, je pense à ça. Forcément, en fait, on a été influencé par ce qu'on a écouté pendant, ça fait 30 ans qu'on fait de la zik, forcément. Oui, les influences, elles sont multiples. Quand on était ados et tout, les trucs qui nous ont marqués. Après, je pense que chacun porte son truc, quoi. Mais je dirais la scène black et
death mellow des années 90, principalement, je pense. Ouais, les Hide the Gate. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas flagrant forcément, mais dans la mélodie, enfin dans la recherche de la mélodie et du riff qui reste dans la tête, tu vois. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et au niveau, il y a un lien très fort sur le plan visuel aussi, puisque vos pochettes sont très artistiques. Sur scène, vous avez aussi un côté donc très théâtral avec ces masques. C'est venu un peu comment, et ce côté justement Oui, ça. En fait, quand on a créé, dès le début, quand on était que deux, on avait déjà des masques. Pour le premier album, on avait déjà les masques. Tout ça parce que, comme on ne devait pas être un groupe live, à la base, on n'était pas prévu pour être un groupe live. On s'était dit, faut quand même que ça pète visuellement, parce que les gens vont pas nous voir, quoi. Donc on avait commencé à penser aux masques, à faire des photos et tout ça. Et en fait, c'est resté. Parce qu'une fois qu'on a commencé là-dedans, enlever les masques et tout, c'est compliqué. Et puis en vrai, ça apporte un côté visuel évident pour les concerts, quoi. Donc en fait, on a juste gardé sur quoi on était parti. On essaye de faire évoluer comme on peut. Au fur et à mesure des albums. Oui, il y a vraiment une évolution là, je pourrais dire narrative, entre vos trois. C'est le troisième là, le troisième album. Vraiment une évolution narrative au fil des albums. Et puis on essaie d'avoir des masques qui servent la musique. Et pour travailler aussi le côté visuel des concerts, pour avoir un aspect un peu de musique totale, il y a la fois le visuel, art total. non mais de pas voir, c'est ce qu'on dit à chaque fois, quoi, de voir Jean-Michel et puis Jean-Paul qui jouent dans la cafette du coin ou des trucs comme ça, quoi. Mais Jean-Michel et quoi, Jean-Paul. Et Jean-Paul. S'ils sont très bons, c'est cool aussi. Oui. C'est ça, faut pas que le visuel passe sur la musique, en fait. Oui, évidemment. C'est un peu la limite. Moi, c'est ce qui m'effraie un peu avec les masques et les costumes et tout ça. C'est les gens viennent pour les masques et les costumes. Qui viennent pour le visuel et pas pour la zik. Et ça, on le saura jamais, en vrai. Donc, non, mais c'est vrai, enfin, tu veux pas savoir pourquoi les gens se déplacent. Peut-être qu'ils se déplacent pour le visuel et qu'après, voilà, la musique fonctionne. Mais bon, c'est le côté qui me dérange un peu. Mais bon. Ça nous permet aussi de garder l'anonymat qui est quand même bien pratique aussi pour. C'est clair. C'est pour notre vie de jour, pour jouer, c'est plus agréable dans le sens où on n'est pas reconnu après tout ça. Ça donne plus de liberté au niveau des créations, de écriture de paroles et de même. Non, par contre, c'est peut-être sur scène que ça. Ouais, sur scène. On n'a pas. Après, on peut s'en foutre, mais t'as pas l'impression d'être jugé, en fait. Que c'est pas toi. Tu vois, il y a c'est vraiment son personnage, cet avatar. Donc en fait, une fois que t'es sorti, lui tu le laisses sur scène et t'es tranquille, quoi. Mais je pense que ça laisse plus de liberté sur scène. Après pour ce qui est de la création, parce que ça change rien. Ça change rien. Et le processus d'écriture d'une chanson, donc il y a écriture-composition, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a d'abord la musique puis les paroles? J'écris sur la musique. Tu écris sur la musique toujours. Même si t'as toujours une idée, tu sais à peu près de quoi ça va parler. J'ai un concept, j'essaye d'avoir des concepts. C'est pas forcément toujours évident, mais par contre j'écris sur les morceaux finis. Parce que j'essaye de faire en sorte que mes lignes collent à la musique, quoi. C'est un truc que je reproche pas mal aux groupes français souvent, en particulier les groupes français, parce qu'il y a ce côté assez poétique en France, surtout sur les paroles et tout ça. Et je trouve que souvent après je crache pas, mais je trouve que c'est souvent trop poétique par rapport à la musique. Et en fait, le chant dessert la musique souvent, je trouve. C'est pas en raccord avec les riffs, c'est pas en raccord avec le rythme. Et c'est un truc qui me refroidit souvent dans les groupes français qui chantent en français. C'est que j'ai l'impression d'entendre des gars qui récitent une poésie sur de la musique. Et pas des chanteurs qui posent des lignes de chant sur... Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, en fait. C'est juste avoir des lignes qui sonnent avec la musique, quoi. Puis t'as le travail de la musicalité aussi pour la langue française qui est pas mal à des endroits où il faut que t'aies je sais pas, beaucoup de consonnes, ce genre de choses là, des allitérations et tout ça. Là, une fois que la musique est posée, c'est plus facile après de faire carrément. Où ça doit être très marquant, très rapide, saccadé, machin, ou des trucs qui doivent être plus... Ouais, puis quand j'écris mes textes, j'écris à bloc j'écris tout d'un coup. Et du coup, j'aime pas revenir sur mes textes. Et le fait d'écrire avec la musique déjà finie, j'ai pas besoin de revenir sur mes textes. Tu vois, j'arrive pas avec un texte, un bloc de texte et je me dis, vas-y, j'enlève ça parce que ça rentre pas. Je dois changer ce mot et tout. Non, j'écris comme ça doit être sur le mot. Enfin voilà, j'écris le morceau les paroles pour le morceau, quoi. Et ça reste comme ça. Je change rien. Je me laisse un peu de liberté pour le studio.
Oui. Parce que parfois en studio, tu te rends compte que soit c'est trop long, soit il y a trop de mots, soit t'articules mal et tout ça. Mais sinon, j'aime pas retirer des trucs. J'écris, c'est définitif, quoi. Et le nouvel album, il a donc la particularité d'être construit autour de références autour de René Girard. Ouais. C'est bien ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur qui est René Girard et comment il a influencé les paroles spécifiquement de cet album? Déjà, René Girard, c'est un anthropologue et philosophe français qui est décédé il y a pas si longtemps. Il est décédé en 2011, je crois. Non, 2011, je crois. Qui a fait sa carrière aux États-Unis principalement et qui a théorisé le désir mimétique et qu'il a développé après sur la Bible et tout ça, sur la religion et tout. Et ça m'a influencé moi parce que je l'ai découvert une période où je m'intéressais déjà à la religion et voilà, et du coup je suis tombé dessus et ça m'a ouvert des voies et du coup je me suis dit c'est quand même une bonne base pour déjà pour un concept et puis en plus ça me parlait, donc je me sentais à l'aise avec ça, donc j'en ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé les vidéos, ses interviews et tout ça, j'ai lu ses livres et tout pour pouvoir déjà pour pas écrire n'importe quoi. C'est pas mal. Et pour pouvoir comprendre aussi au maximum, parce que c'est quand même assez complexe. Sa pensée est complexe et elle englobe énormément de sujets. Et donc c'est pas évident de résumer tout ça. C'est le plus exact possible aussi. Dans des paroles de black metal, c'est compliqué quoi. Donc c'est pour ça que j'ai romancé aussi. C'est pour ça que je romance, c'est pour pouvoir me donner un peu de liberté et pas que s'il y a un gros geek de René Girard qui débarque, qui dit ouais non mais ça il pensait pas ça. Ouais mais voilà quoi. C'est pas grave. Mais ouais, c'est quelqu'un qui m'a influencé personnellement, en fait. Et puis l'intérêt aussi quand tu lis ses travaux, c'est que tu comprends énormément comment plein de sociétés sont construites, comment ou détruites, un peu, ou détruites. Ouais. Tu te rends compte qu'en ce moment, tout ce qui est la recherche, par exemple, du bouc émissaire, tout ça, tu comprends des trucs par rapport à la religion, bien sûr, avec les juifs et tout ça à l'époque de Jésus, où Jésus était le parfait bouc émissaire. Et puis maintenant aussi, tu te rends compte comment certaines sociétés elles évoluent, quoi. Comment la nôtre aussi elle évolue, donc ça c'est tout assez marquant quand même. Ouais, ça fonctionne. Enfin, je pense que tout n'est pas juste dans sa pensée, mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre des choses que les gens en général mettent de côté. La religion, on est toujours à dire la religion blablabla, c'est de la merde et tout ça, mais pourquoi pourquoi ça fait depuis 2000 ans c'est ça. Voilà, pourquoi on compte le temps à partir de la naissance de Jésus, quoi. Pourquoi on est en 2025 après Jésus-Christ, quoi. Il y a peut-être une raison au bout d'un moment. Il suffit pas juste de mettre la poussière sur le tapis et de dire c'est de la merde. Voilà. Il y a peut-être une raison, il y a peut-être une raison pour que les gens pour ce passage, pour cette rupture qu'il y a eu à partir du moment où le Christ est arrivé, pourquoi, machin. Ça permet d'avoir après, c'est pas une question d'être d'accord, pas d'accord, c'est juste une question de comprendre, en fait. Oui, avant tout. Voilà, c'est ça, ne serait-ce que se poser la question de pourquoi. Et je trouve que René Girard, pour ça, il pose la question. Et je trouve que c'était intéressant de travailler comme sujet, surtout dans une scène black metal, en fait. Oui, qui est très anti-religieuse dans l'absolu. Parfois en connaissant bien. Oui, bien sûr. Il y a des groupes qui sont calés, sûrement plus que moi d'ailleurs. Mais je trouve que globalement, c'est souvent un peu facile. Et je trouve que c'est un petit peu, on est un peu plus dans la posture que vraiment dans la réflexion. Et moi, j'aime bien pousser les gens un peu à la réflexion, quoi. Oui, c'est l'idée qui préside à cet album, c'est donner des outils. Même les précédents aussi. C'est le propre de Pénitence. Ouais, je pense que c'est le propre de Pénitence. Ouais, moi, j'aime bien que les gens se posent des questions, quoi. Pas forcément celles que, je cherche pas forcément qu'ils trouvent la même réponse que moi, mais ne serait-ce que se poser la question et au moins, éveiller un peu. Ouais, c'est ça, voilà. Pas aller dans la direction que tous les autres groupes ont dit, par exemple, le satanisme, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, juste. Toi, tu dis ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Tu peux penser ce que tu veux, mais pourquoi tu le penses? C'est ça qui est important. Oui, de questionner, l'individu avant tout. Ouais, c'est ça. Pas être le mouton qui se fait un truc, qui scande avec ça. Pose-toi les questions de pourquoi tu as cette posture, pourquoi tu penses ça. C'est ça le plus important, en fait.
Après, chacun pense ce qu'il veut, mais faut que ça soit fondé, quoi. C'est ça. Sinon, c'est chiant. Enfin, on s'emmerde, en fait, si c'est infondé. Tu peux pas discuter avec des gens qui sont pas réfléchis à leurs idées. Tu vois, ça sert à rien. Ils sont dessus, tu peux pas échanger. Et moi, j'aime bien échanger les idées, quoi. Donc, voilà. Et au niveau des autres lectures, quelles seraient les lectures qui ont pu vous marquer, nourrir des réflexions? Est-ce qu'il y a vraiment des livres forts? Personnellement, ouais, il y en a. Bah, déjà, tu parlais de Lovecraft, plus pour le délire, comment dire, mon mot, je sais pas, comment dire. Cosmique. Voilà, merci. Le délire cosmique, j'aime bien ce côté qui est trop grand pour nous. J'aime bien Jacques Abeille, je sais pas si tu connais, les jardins statuaires. J'ai trouvé ça m'a complètement retourné la gueule. J'adore ce livre. Ça, pareil, c'est un livre qui m'éveille, qui éveille mon esprit, mon imagination. J'adore. Asimov aussi, j'aime beaucoup Asimov sur le côté un peu, surtout sur Fondation, le côté géopolitique et tout ça, rapport de force et tout ça, j'aime bien aussi. Il y en a plein. Howard avec Conan aussi, j'adore. J'adore les trucs pulp un peu comme ça. Ouais, la contre-culture. Ouais, la philo après, pas mal. La philo, de la géopolitique, tout ça j'aime bien. En fait, j'aime bien le réel. J'aime bien romancer le réel et du coup, ouais, la philo, le politique, j'aime bien me baser là-dessus pour romancer un peu tous ces trucs-là, quoi. Et toi? À part Okapi. Pour l'instant, ouais, c'est surtout du Choupi. Et du Choupi et du Okapi. Ouais. C'est cool, Okapi. J'aime bien. Non, un peu tout, là. Là, je viens juste de finir Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais? Ouais, le bouquin, qui était vraiment cool. Ah, bah, de toute façon, moi, j'y reviens souvent, même sur le Silmarillion, même si je lâche au bout d'un moment, parce qu'en vrai, c'est trop d'implications, pour Oui. Je vais creuser comme ça aussi des univers qui sont super bien. J'avais pas mal aussi aimé certains Lovecraft. L'affaire Charles Dexter Ward, par exemple, que j'avais bien kiffé. Il y avait des rats dans les murs aussi, que j'avais vraiment aimé. Fantastique. Enfin, tu sais, dans les trucs fantastiques comme ça. Puis après, un peu de tout. Ouais, il y a une curiosité dans vos lectures et dans la manière dont ça va vous nourrir qui est très différente et très singulière au final. Moi, j'aime bien quand quand mon imagination, ça fait fuser. C'est pour ça que, par exemple, Jacques Abeille, j'adore, parce que ça me retourne la tête. C'est l'univers qui crée, les statues qui poussent et tout ça, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai envie d'y être, quoi. J'ai envie d'aller voir ce pays de ouf, quoi. Et ouais, quand ça fait zouker mon imagination, j'accroche vite. Et ça marque en plus. Et c'est vrai qu'il y a un côté, moi au début, quand j'avais lu les paroles du dernier album spécifiquement, je pensais à Milton. Je pensais qu'il y avait une influence miltonienne et pas du tout. Pas du tout. Je crois que je n'ai même jamais lu. Ah oui, ouais. Bah c'est bien. Oui. Ouais. Non, bah c'est marrant. Comme les thématiques justement très en plus religieuses, puisque Milton au final est très religieux. Comment ça se recroise et recoupe alors que non. Non, pour le dernier album, ouais, bah René Girard, mais pas que. Il y a aussi, si principalement René Girard en vrai, mais tous les textes. Bah j'ai lu pas mal de textes religieux, que ce soit agnostique ou chrétien, forcément. Même des trucs dans la Bible, hein, quand la Bible, ça tue. Faut lire la Bible. T'as plein de trucs à apprendre. Hein, et puis c'est même, et puis même c'est la Bible, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire. Bah c'est le premier livre, on va dire. On peut dire livre de contes fondateur. Le Nouveau Testament, c'est incroyable. J'aime moins l'Ancien Testament, mais ultra imagé. Et puis j'aime pas le Dieu de l'Ancien Testament, quoi. Tu vois. J'aime bien le Dieu du Nouveau Testament, quoi. Mais dans l'Ancien Testament, il est pas très il commence par noyer tout le monde, page 2. Il est pas très réflexe. Mais voilà, enfin, moi, je trouve c'est cool à lire aussi. Ouais. Et on peut, parce qu'il y a beaucoup cette question, vous le disiez chacun, par rapport justement à l'imagerie black metal qui est très dans le rejet, de faire un peu le chemin inverse, c'est-à-dire d'aller à la source pour se nourrir, sans être non plus, alors après, je sais pas si vous êtes religieux personnellement, mais sans coller nécessairement à l'idéologie. On peut arriver à distinguer. Bien sûr. Et c'est ce que vous incitez à faire. Bien en sûr. fait. Si on fait pas ça, on s'intéresse à rien en fait. Parce que si tu étais dans le rejet constant, dans la négativité, le rejet, en fait, tu restes une coquille vide.
parce que tu te nourris de rien, t'es tout le temps dans le rejet. Et au final, tu sers à rien, en fait, concrètement. Non, mais c'est vrai. Qui a envie de parler avec quelqu'un qui rejette tout, ça, enfin, tu vois, ou qui rejette pour rejeter, tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est tout sauf constructif. Et surtout dans le black metal, en vrai. Tu vois, c'est des sujets enfin, je veux dire, c'est riche. Tu peux en faire des choses, quoi. Et tu peux même, enfin, moi, tu vois, moi, je suis plutôt religieux. Et moi, je fais ce chemin inverse, en fait, tu vois. Et je pense que, en plus, si j'avais pas été dans le black metal et plus sérieusement à une époque, plus que maintenant, en tout cas, j'aurais pas eu ce rejet, mais qui m'a permis aussi d'après de chercher. T'es obligé de passer par le rejet, je suis d'accord, mais à bout d'un moment, faut grandir, en fait. T'as le rejet un peu adolescent. C'est ça, à un moment. Rejeter ce que les parents, par exemple, t'ont apporté. Exactement, ou la société, ou ce que tu veux. Pour être libre, quoi. Puis après, tu dis, finalement, il y a des trucs qui sont pas si cons, quoi, que je pourrais appliquer. Alors que je prends pas tout dans son ensemble, mais moi, je prends quelque chose qui vont me servir à moi et je suis plus heureux et pour les autres. C'est une question de maturité aussi. Il faut grandir. Hein. Faut arrêter des postures, en fait. Rejeter, c'est bien un moment, mais à un moment, faut grandir. Ouais, c'est ça. Et cultiver un certain libre arbitre, en fait, de choisir ce qu'on rejette, ça, ou non. Tu peux pas avoir du libre arbitre si tu te renseignes pas sur le sujet. Tu vois, t'es juste soit dans le rejet, soit dans l'acceptation pure, et là, t'es devenu un fanatique, en fait. Oui, d'une facette ou de l'autre. Voilà, ça, d'une façon ou d'une autre, t'es un fanatique. T'es dans une posture, qui n'est pas réfléchie. Donc, en fait, t'as rien à dire, en fait. Donc, t'es pas très intéressant. Rien à apporter. Ouais, non, c'est clair. Moi, j'ai 40 ans, j'ai passé le temps de me prendre la tête avec les gens, pour rien à dire, en fait. J'ai déjà assez de choses à apprendre, je préfère aller voir les gens qui ont quelque chose à raconter. Et au niveau de vos lectures actuelles, il y a une grande recommandation avec donc Choupi, parce qu'on en déduit que tu as des enfants en âge, ou pas. On est les deux darons, les deux darons du groupe. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Alors moi, je viens de finir, pour la deuxième fois, Voyage en Catalogne d'Orwell, que je trouve excellent. De toute façon, j'adore Orwell, tout court. Et pas que en littérature, hein. Je me sens assez proche d'Orwell, même politiquement. Et c'est quelqu'un qui a une vie de ouf en plus. Il a été clodo, il a fait la guerre en Espagne. Enfin, il a eu plusieurs vies, quoi. Ouais, c'est ça. Quoi. Et puis en plus, il est parti faire la guerre en Espagne en tant que journaliste. Il aurait pu juste rester à l'hôtel et prendre des photos, quoi. Non, il est parti galérer. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je lis régulièrement, que ce soit La ferme des animaux, 1984, les basiques d'Orwell, mais Hommage à la Catalogne, je trouve que c'est cool parce que c'est lui qui l'a vécu. Et c'est un peu comme comment ça s'appelait, Orage d'acier. Non, si, c'est Orage d'acier non, je sais. Voilà, je sais pas. Je connais pas trop. Orage d'acier, c'est l'allemand là. Putain. Orage d'acier, tu dis? Ouais. C'est le même principe, sauf que c'est pour la Première Guerre mondiale et c'est Ernst. Voilà, Junger. Et c'est le même principe, quoi. C'est quelqu'un qui raconte la guerre en étant dedans. Ça, j'aime bien parce que ça, j'aime bien ce genre de récit. Tu disais oui, les récits un peu du réel. Là, on est en dedans. Ouais, c'est ça. J'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est les récits du réel, quoi. C'est les mecs, ils y sont allés, ils ont vécu un truc et ils le racontent. Et en plus, bon, comme j'aimais Orwell, forcément, ça me touche. Sinon, je lis quoi? Putain, je me suis refait, j'ai recommencé Akira. C'est toujours aussi incroyable. Visuellement, non, techniquement, à tous les niveaux, ça reste, un chef-d'œuvre absolu, Akira. Complètement. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est, tous les détails, toutes les pages, elles sont complètement folles. Je lis quoi, là? J'ai plein de trucs en cours. En fait, j'ai un gros problème, c'est que je finis rarement les livres. J'enchaîne, j'ai une liseuse et des bouquins physiques et du coup j'en ai partout. Je lis pas tant que ça, mais ça me prend, quand ça me prend, j'enchaîne les trucs. J'ai lu quoi aussi? J'ai lu Lao Tzu. Ah oui. J'ai lu quoi? J'ai lu trop de trucs. J'ai eu une grosse période où je voulais apprendre plein de trucs en philo et tout. Et j'ai lu pas mal de trucs aussi.
Mais ouais, principalement, principalement, je me refais Orwell, en fait. Je me refais Orwell, j'ai commencé aussi, putain, j'ai trop de mal, là. J'ai plus les noms en tête. J'ai plus les noms en tête. Ah si, je me refais Dragon Ball. Dragon Ball Z. Deux univers. Ouais, non, mais si. Bah, en fait, il faut, parce que, j'ai une capacité de concentration assez limitée. Ouais, ça dépend des humeurs. Mais ouais, c'est ça. Et ouais, parfois j'ai besoin que mon cerveau il soit tranquille. Mais Dragon Ball, c'est incroyable. Hein. Techniquement aussi, c'est ouf. J'ai fait quoi là? J'ai lu un truc qui m'a marqué. Je sais plus ce que c'est. Oh, j'en sais rien. Je sais plus. Parce qu'en plus, je chope des livres pour les choper en fait. Tu vois. La pire chose qui soit arrivée dans ma vie, c'est les bibliothèques en libre service dans les rues là. Oui, les boîtes à livres et tout ça là. Oui, les boîtes à livres. Ça, c'est incroyable. Ça me prend. Enfin, dès que j'en vois une, je suis dessus. Et une tonne de livres. Mais en plus, je le ramène pour mes gamines. Enfin, tu vois, genre, dès que j'en vois une, je regarde tous les livres et c'est systématique. J'en prends un ou deux et je les empile et je me dis un jour où il y aura une panne internet, peut-être que j'aurai du temps pour aller lire tous. Mais ouais, et puis j'en commence. Parfois, j'aime bien parfois juste des extraits. Tu vois, je lis les moitiés d'un bouquin. J'ai compris où ça voulait aller. Ça m'a suffi. Tu vois. Et puis je dis c'est cool et je passe à autre chose. J'ai pas besoin de terminer en fait. Tu vois. En général, quand je lis, je cherche des ambiances. Et un message, tu vois. Une fois que j'ai compris l'ambiance et le message, parfois ça me suffit, je ressens pas forcément le besoin de terminer. Donc du coup, j'ai lu pas mal de trucs, mais parfois par petits bouts, quoi. Et toi, tu viens de lire, tu as dit Le Seigneur des Anneaux, c'était la première fois que tu le lisais? Non, c'est la troisième fois, je pense. Je lisais. Là, j'ai enchaîné sur le Hobbit parce que je suis à fond dans le truc, mais je lis pas que ça. Je lis pas mal de livres sur le corps humain, le fonctionnement du corps humain, plutôt adapté au sport. Je devrais faire ça aussi. Hein. Les Christophe Cario et tout ça, qui sont franchement bien, parce que j'ai une pratique sportive aussi à côté. Les Major Mouvements aussi, c'est super bien. C'est un YouTuber qui a sorti des livres, c'est un kiné qui fait aussi de YouTube, qui est vraiment, vraiment bien, très accessible, et ce qu'il dit est bien dit. Sinon, pas mal de trucs en psychologie aussi, sur tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, et tout ça, d'où ça vient, comment ça vient. Et d'où les événements de l'enfance, par exemple, peuvent marquer certaines choses et puis peuvent conduire des individus sur telle ou telle voie dans la façon dont ils fonctionnent sans y penser. Quoi. Il y a ça. Les auteurs, moi, je les retiens pas, donc je les cite pas forcément. Et puis il y avait quoi d'autre? Après, dans tout ce qui était roman, j'ai eu une bonne période, tout ce qui était Zola ou Victor Hugo et tout ça. Je me suis retapé Les Misérables et c'est incroyable. Il y a des passages qui sont un peu durs à lire, donc faut s'accrocher ou faut les passer un peu, mais la qualité d'écriture, et puis, oui, c'est inégalé. C'est un truc comme ça. Moi, on parle de vieux trucs, vieux trucs. Moi, j'avais commencé à lire les Trois Mousquetaires, là. Ah ouais, je les ai aussi. C'est incroyable. Tu le lis? Ah bah, moi, j'ai pas réussi, quoi. Ça m'est tombé des mains. C'était trop compliqué. Toi, c'est marrant, ça. Ah ouais, j'ai trouvé ça trop compliqué, en fait. Tu vois, le style, ça m'a, en fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et, ça m'est complètement tombé des mains. Ouais. J'ai pas, mais attends, je suis teubé ou quoi, tu vois, je lisais. Pas m'arrêter, moi, je lisais, je tournais les pages. Je me dis, attends, je bite que dalle, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Alors, j'étais peut-être pas dans le mood, tu vois. Ouais, mais, j'avais l'impression d'être vraiment con, en fait. Je lisais le truc, je fais, attends, c'est les Trois Mousquetaires, je connais l'histoire, en plus. Oui. Toi, je découvre rien. Tu vois? Et je fais, mais putain, Après, c'est le truc qui te parle ou qui te parle pas aussi. Pas dans le mood. Je pense que j'étais pas dans le bon mood. Je me suis dit, tiens, en fait, je me suis dit, vas-y, gros, lis des classiques un peu, tu vois. Ouais. Et en fait, c'était pas le bon classique, quoi, tu vois. C'était bien, ces trucs-là, c'est comme les Zola, c'est qu'après, si tu kiffes, en fait, ce que tu dis, tu t'intéresses à des événements historiques. Ouais. Tu passes ton temps sur genre Wikipédia ou je sais pas trop quoi, en fait, à apprendre des trucs. C'est un peu des sésames pour une meilleure compréhension. Oui, c'est ça. On sort pas très éloigné. En aiguille, tu tires des fils et tout ça, tu fais, énorme, ça, en fait, il y a eu ça à cause de ça et tout, et puis, faut prendre le temps de... Ouais, c'est ça, faut prendre le temps. Ça prend du temps. Et ça prend du temps, ouais. Et puis, parce que quand t'as des gamins et tout, ça arrive le soir avec le boulot, les gamins et tout, t'as se poser pour un... Mais en vrai, c'est juste une question de...
faut juste s'y mettre, tu vois. C'est une question de routine et de... Des fois, quand t'es fatigué... Ouais, non, mais j'avoue, tu vois, moi, le premier, hein, je préfère zoner sur un film, tu vois. Débrancher le cerveau. Ouais. Eh ben, en tout cas, merci. Je vais vous laisser vous préparer donc pour le concert. Je crois qu'on a encore une interview. Ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi.